Aujourd'hui, je vais te présenter 4 faits totalement insolites sur la Corée du Nord que tu ne connaissais sûrement pas. Ce pays assez fermé reste encore un mystère sur pas mal de points. Mais parmi ce qu'on sait, il y a des choses vraiment originales et intéressantes. On commence par le premier fait qui va être assez court. La Corée du Nord ne vit pas en l'an 2024. Oui, c'est bizarre, mais tout le monde n'utilise pas le même calendrier que nous. Le pays suit le calendrier Juche, qui commence en 1912. Pourquoi 1912? Tout simplement parce que c'est l'année de naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la nation. Ce qui veut dire qu'en réalité, les Nord-Coréens sont en l'an 112. Deuxième fait, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'étrange village de Kijongdong? À première vue, Kijongdong semble être un village typique, mais c'est en réalité un endroit tout sauf ordinaire. Après la guerre de Corée des années 1950, une zone démilitarisée de 250 km de long sur 4 km de large a été créée entre les deux Corées. Les pays devaient démolir tous leurs villages le long de cette zone, sauf un que chacun avait le droit de conserver. Pourquoi? Aucune idée. Mais bon, la Corée du Sud a choisi de garder le village de Daesongdong, le village de la liberté. Et la Corée du Nord a préféré construire un nouveau village à partir de zéro. Parce que, après tout, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Elle a nommé ce village Kijongdong, ou le village de la paix en coréen, et selon le régime de l'époque, le village abritait une paire d'écoles, une garderie, une crèche, un hôpital, et surtout plus de 200 habitants. Un village tout à fait normal, n'est-ce pas? Et bien en fait, après de longues analyses, il s'est rapidement avéré que le village était vide. Il n'y avait littéralement personne, sauf quelques gardiens qui étaient chargés de nettoyer les rues. Mais quand je dis vide, c'est vraiment vide. Même les dizaines de bâtiments où étaient censés vivre les habitants étaient soupçonnés d'être de simples coquilles, sans étage ni mur intérieur. Mais ils sont quand même forts ces Nord-Coréens, puisque malgré le fait que le village soit vide de fond en comble, ils ont quand même fait l'effort de l'éclairer tous les soirs, comme si c'était un endroit normal. Sachant en plus que l'électricité en Corée du Nord était quand même précieuse, je trouve que c'est assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En réalité, le village avait été construit pour un but bien précis. Dans le cadre d'une guerre psychologique, le gouvernement nord-coréen espérait qu'en présentant une façade d'un village sur le papier exemplaire, et qui semblait donner envie, les Sud-Coréens déménageraient en masse dans le pays communiste. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aucun habitant du Sud n'aurait succombé à la folle envie de traverser la frontière. Mais malgré ça, certaines conséquences sont quand même très drôles. Jusqu'à récemment, les haut-parleurs du village diffusaient sans relâche de la propagande nord-coréenne, y compris des chansons patriotiques et des messages anti-impérialistes. Les Sud-Coréens, avec leur grand sens de l'humour, se sont dit que riposter avec des chansons de K-pop serait une bonne idée. Imagine donc le duel. Et c'est pas tout. Une autre guerre d'ego a éclaté lorsque la Corée du Sud a installé à la frontière un mât de 98,4 mètres de haut dans le but d'accrocher son drapeau. La réponse nord-coréenne a été rapide et forte, ils ont érigé un mât de 160 mètres de haut, qui était le plus haut du monde à l'achèvement. Maintenant, il est simplement le 5e. Il aurait pas comme quelque chose à compenser qu'on l'aurait. Évidemment, ce village est totalement inaccessible. Mais si tu veux le voir de tes propres yeux, certaines agences de voyage à Séoul proposent une excursion d'une journée à la zone démilitarisée, comprenant une visite d'un observatoire, d'où l'on peut apercevoir de loin Kijongdong et son mât de drapeau ridiculement massif. Fait numéro 3, parlons du plus gros impayé de l'histoire de l'automobile. Oui, ils sont forts ces Nord-Coréens pour nous surprendre. Revenons en 1974. Kim Il-sung, le fondateur et dirigeant du pays, décide à l'époque de renouveler son parc automobile. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la Corée du Nord était sanctionnée économiquement par les États-Unis. Il fallait donc trouver un constructeur prêt à accepter cette commande. Ce qui n'était pas spécialement facile, puisque la plupart des constructeurs automobiles étaient dans les pays alliés aux États-Unis, donc ça limitait très vite les options. Mais il restait 2 pays neutres qui pouvaient répondre à ce besoin, la Suisse et la Suède. Évidemment, la Suisse n'étant pas vraiment réputée pour ses voitures, les Nord-Coréens se sont tournés vers la Suède, et donc forcément sur la marque Volvo. Ils avaient l'intention d'acheter pas moins de 1000 véhicules pour une valeur de 37 millions de dollars, soit plus de 37 000 dollars par voiture, ce qui pour l'époque représentait le prix d'une voiture de luxe. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel modèle, mais exclusivement des 144 GL. Si t'étais né à l'époque, tu vois peut-être ce que c'est, mais sinon c'est une grande berline qui était très populaire pour le constructeur jusqu'aux années 90. Pour les dirigeants suédois de Volvo, c'était une super opportunité. Mais connaissant le pays, ils ont quand même été prudents et ils ont bien fait. Avant de conclure l'accord avec les Nord-Coréens, ils ont demandé à leur gouvernement de se porter garant, ce qu'il a accepté. Les voitures ont été fabriquées et livrées à Pyongyang. Jusque-là, pas de souci. Mais le problème est arrivé avec la facture que la Corée du Nord n'a pas spécialement voulu payer. La raison? Ils ont invoqué les accords du Comcon. Pour faire simple, c'était une alliance de pays communistes qui payait les pays non frères en échange ou en nature. Mais tu te doutes bien que strictement rien de ce que produit la Corée du Nord
Nord n'intéressait Volvo, et donc ils se sont trouvés dans une impasse. Le gouvernement suédois, un peu dégoûté, a donc ouvert une ambassade à Pyongyang dans les années 70, en partie dans le but de récupérer l'argent, mais ça a pas trop fonctionné, puisque la facture n'a toujours pas été réglée. Et donc aujourd'hui, les intérêts continuent de s'accumuler, et ils atteignent la somme impressionnante de plus de 300 millions de dollars. Autant te dire que cette histoire a servi de leçon à Volvo, mais aussi aux autres constructeurs. Avant de te révéler le dernier fait, pense à liker, à commenter et à t'abonner si la vidéo t'a plu et pour soutenir la chaîne. Et donc voici le quatrième fait qui risque de te décoiffer. Les cheveux sont une véritable arme politique. En 2014, la BBC rapportait que depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, les hommes devaient adopter la même coupe de cheveux que lui. Cette information reste débattue, mais les coupes de cheveux étaient déjà réglementées en Corée du Nord bien avant. L'histoire de ces réglementations capillaires remonte à une émission de télé d'État qui a débarqué en 2005, avec un titre bien accrocheur, Coupons nos cheveux selon un mode de vie socialiste. L'émission faisait la promotion de coiffures courtes pour les hommes et jugeait assez fort les styles étrangers jugés trop brouillons. Évidemment, c'est compliqué d'obliger quelqu'un à changer de coupe de cheveux. L'émission a donc trouvé une magnifique idée. Les équipes de caméras cachées chassaient les habitants de Pyongyang qui n'avaient pas une coupe recommandée. Dès qu'elles en avaient repéré un, son nom, sa profession et son adresse étaient balancés à la télé. Je te l'accorde, ça donne pas très envie de déroger à la règle. Et donc c'était quoi une coupe respectable à cette époque? Eh bien les hommes avaient le droit jusqu'à 5 cm de longueur parce que selon l'émission, les cheveux longs volaient l'énergie du cerveau. Et en 2009, c'est les femmes qui ont eu droit à des restrictions. C'est quoi le fait qui t'a le plus surpris? Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir et à bientôt.